Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les webinaires de l'AFPBN, l'Association française de psychiatrie biologique et neuropsychopharmacologique. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour le webinaire de la section SOPSY, sommeil et psychiatrie, sur un thème important pour la santé mentale, l'insomnie. Alors on va voir comment travailler avec cette notion d'insomnie, depuis les symptômes jusqu'aux recommandations, en passant par les prises en charge. Ce webinaire a le soutien institutionnel du laboratoire Idorsia, mais a été réalisé de manière indépendante par le comité scientifique de la section SOPSY. Donc on a un joli programme, Pierre-Alexis. Oui, bonjour à tous. Merci Jean-Arthur. Effectivement, un joli programme vraiment centré sur les pratiques où vous allez avoir 3 interventions de 15 minutes pour laisser 15 minutes à la fin à l'ensemble de vos questions. Vous avez d'ailleurs un espace pour cela, donc n'hésitez pas à poser vos questions par écrit et on les reprendra par la suite. Première intervention du professeur Mikulo Franchi sur les multiples symptômes du sommeil et l'indice biologique au préjudice social qui va vous permettre de poser un cadre avec, vous allez le voir, des positions tout à fait innovantes. Une deuxième intervention que je réaliserai sur des recommandations très pratiques, comment traiter l'insomnie, mais aussi, on a sorti des recommandations sur le sevrage et la substitution des psychotropes entre eux, comment faire, à quelle vitesse diminuer et comment en fonction des différents hypnotiques. Et enfin, Léa Boileau va présenter la prise en charge de l'insomnie par la TCCI, et là aussi de manière très pratique, avec quelques surprises également. Bon séminaire à tous, et puis Jean-Arthur, c'est à toi. Merci. Oui, merci beaucoup. Ben, effectivement, depuis Bordeaux, où Léa travaille avec nous comme psychologue, on travaille dans un service de médecine du sommeil qui consiste à prendre en charge tous les troubles du sommeil et notamment le trouble insomnie. Alors, pour aborder ces notions-là, vous pouvez poser vos questions, y répondra soit au cours par écrit, soit à la fin en les lisant et en échangeant. Donc, les multiples symptômes du sommeil. Alors, Pierre-Alexis a dit innovante. En tout cas, on va essayer de faire du rétrofuturisme, de voir comment aborder les symptômes de l'insomnie à travers la notion d'indice biologique et de préjudice social. Cela vient d'une question que le trouble insomnie n'a pas été tout le temps une maladie considérée par les médecins. Et il y a eu toute une histoire pour faire que l'insomnie devienne une maladie. Et on s'est posé la question de qu'est-ce que pouvait être un trouble du sommeil, et c'est important, et on peut être aidé par la psychiatrie, parce que la psychiatrie s'est posé beaucoup de questions sur comment délimiter le normal et le pathologique et les maladies les unes des autres. Et en fait, pour définir un trouble du sommeil, on peut revenir à une phrase de Robert Spitzer et de Jeanne Handicap, sa femme, qui avait coordonné le DSM-3. Ils nous disent dans un travaux préparatoire du DSM-3, en fait, une maladie, c'est quoi? C'est un objet hybride. C'est quelque chose qui appelle à l'action et qui est lié à quelque chose qui cloche, un truc qui cloche alors, dans l'organisme, something wrong, et qui entraîne des conséquences négatives. En fait, le truc qui va être dessiné en vert là, c'est l'indice biologique. Il y a quelque chose qui fait que ça cloche à l'intérieur de l'organisme. Et le truc en orange, c'est le préjudice social. C'est le fait que ça entraîne quelque chose de négatif, de pas désirable. Une maladie, c'est une condition non désirable, mais en lien, non pas avec simplement des facteurs externes, avec quelque chose qui cloche à l'intérieur. Et donc, l'insomnie est devenue une maladie parce que elle a fini par avoir ces deux piliers, un indice biologique de quelque chose qui cloche et quelque chose qui entraîne des conséquences négatives, et c'est devenu le trouble insomnie, la maladie insomnie. Alors, quand on regarde tous les questionnaires de l'insomnie pour voir la sémiologie que la communauté considère par rapport à l'insomnie, en utilisant les outils à la disposition qui sont tous les questionnaires du sommeil, on peut aller voir comment la communauté regarde ces symptômes. Et donc, on peut aller décortiquer, faire l'anatomie analytique de tous les questionnaires des troubles insomnie, 9 questionnaires notamment qui ont été validés, construits. Et ces 9 questionnaires, on peut aller extraire les différents symptômes de l'insomnie. On voit qu'on a les symptômes de l'insomnie en fait, qui sont classiques, l'insomnie d'initiation, de maintien, d'endormissement, de réveil précoce, pardon. Puis après, on a d'autres symptômes, et par exemple, le temps passé au lit ou les inquiétudes par rapport au sommeil sont beaucoup moins présents. Et donc, on voit déjà, là, on peut visualiser comme ça que les indices biologiques sur les questionnaires des troubles de l'insomnie sont peu présents. On a uniquement 2 questionnaires
qui ont les inquiétudes par rapport au sommeil et les conséquences négatives en termes de détresse sont présentes, mais restent insuffisamment retrouvées dans les questionnaires de troubles de l'insomnie. Vous pouvez aller visualiser ces différents symptômes et les différents travaux sémiologiques qu'on a fait sur une page internet qui s'appelle Sleep Sémiologie, la sémiologie du sommeil. Et vous pouvez scanner ce QR code ou écrire cette adresse mail pour avoir les différents travaux et les différentes manières de visualiser les différents symptômes, la sémiologie dans le sommeil. Alors, d'où vient cette idée d'indice biologique et de préjudice? En fait, quand le trouble insomnie est entré dans l'ICSD-1 en 90, elle a été construite autour de cette notion de pensée anxieuse avec le sommeil. C'était vraiment quelque chose où il y avait, dans un autre webinaire, on avait retracé l'histoire de la construction du trouble insomnie. Il y a l'idée on est sorti de la simple réaction à une dimension neuroticique avec internalisation des tensions somatisées, pour quelque chose où il y a un conditionnement à l'éveil et où il y a quelque chose qui s'associe à ce conditionnement à l'éveil dans le lit, c'est des pensées anxieuses. Et on retrouve ça dans les critères de l'ICSD 1 avec l'idée que les plaintes d'insomnie sont associées à une altération du fonctionnement la journée et que les patients doivent avoir un effort important pour dormir, un conditionnement à l'éveil et des tensions somatisées donc dans le corps. Cet élément-là, en fait, se retrouve dans l'ICSD-1 où il y a une formulation légèrement différente, mais globalement, c'est la même chose. Les symptômes, les répercussions en termes de préjudice et les 3 indices biologiques importants de cet hyper-éveil, de le fait d'essayer de dormir sans y réussir, de ce conditionnement et de la tension somatisée. Ça, c'est en 2001. Heu, À côté, en 2001, se rajoute l'insomnie idiopathique où il y a pas d'indice biologique, mais c'est une insomnie, en fait, qui n'a pas toutes ces caractérisations d'hyper-éveil et qui serait plus difficile à prendre en charge, qui serait depuis l'enfance et qui aurait des caractéristiques un peu différentes de l'insomnie psychophysiologique. On voit qu'on commence à détailler un certain nombre de troubles insomnie dans l'ICSD-1. Ça va se renforcer dans l'ICSD-2, où en fait, il y aura des critères généraux du trouble insomnie, critères généraux où on retrouve les plaintes d'insomnie, d'initiation de maintien ou de réveil matinal précoce. Le sommeil non réparateur apparaît comme une plainte d'insomnie possible dans l'ICSD-2 et avec des répercussions la journée, mais où le préjudice n'est qu'un des items dans cette liste de symptômes diurnes et les inquiétudes par rapport à son sommeil également. Donc en fait, la structure de l'ICSD-2, c'est pas un indice biologique, un préjudice en lien avec des symptômes, mais c'est symptômes diurnes, symptômes nocturnes. Mettant dans les symptômes diurnes à la fois les indices biologiques et le préjudice. Et puis après, il y a, à partir de ces critères généraux, l'insomnie psychophysiologique qui vient être caractérisée par ces indices biologiques d'hyper-éveil. Et puis, l'idiopathique hypersomnia où il n'y a pas ces indices psychophysiologiques. Et puis, on voit tout un ensemble d'insomnies. Là, on a splitté, on a coupé plein d'insomnies différentes. Les recommandations HAS, à l'époque, étaient sur cette idée-là de couper plein d'insomnies. L'ICSD-3 va arriver et elle va pas découper, elle va rassembler, elle va lumper. Et là, on lump très fortement. Il n'y a plus qu'un seul type d'insomnie. Mais en lumpant, on laisse ces dichotomies symptômes diurnes, symptômes nocturnes, et on met dans les symptômes diurnes tout ce qui est, encore une fois, l'indice biologique et les répercussions fonctionnelles au même niveau de ces symptômes diurnes. Donc, dans l'ISASD3 et 3TR, vous voyez, il y a un lumping complet, il n'y a plus que 2 types d'insomnie, l'insomnie chronique, l'insomnie aiguë. Mais au prix de perdre un peu la place des symptômes anxieux, puisqu'en fait, ils arrivent que comme un des critères polythétiques dans la liste des 9 critères du grand critère B.
Le DSM-4, lui, avait une logique plus clairement autour de la dichotomie symptômes-préjudice. Chaque fois, le DSM, il est assez clair sur les préjudices, en orange, hein, toujours. Il y a des symptômes diurnes et ça doit être accompagné avec des répercussions fonctionnelles cliniquement significatives. Le DSM-5, pareil, mais on voit que le DSM-4, 4TR et 5 ne tiennent pas compte de l'indice biologique. Ils avaient une logique plus clairement structurée autour de la clinique sémiologique et de la plainte d'insomnie, d'endormissement, d'éveil ou d'éveil matinal précoce, et de la répercussion fonctionnelle, mais pas d'indice biologique dans le DSM. Donc en fait, on peut se poser la question de où sont passés les indices biologiques, ils se sont perdus un peu, et peut-être qu'il y aurait un enjeu à réintégrer une sémiologie de ces indices biologiques. Et il y a certains papiers qui essayent de penser, par exemple, l'idée que peut-être que en fait, le trouble insomnie devrait être abordé comme une phobie spécifique du sommeil. Et est-ce qu'on ne pourrait pas le penser à ce niveau-là? En tout cas, de faire l'effort d'aller vers là pour essayer de voir comment on pourrait réintroduire de la sémiologie de l'hyperéveil. Parce que ce qui a été mis en avant depuis quelques années, c'est vraiment la place du fonctionnement qui s'est imposée. C'est ce que les patients rapportent aussi, le fait qu'il doit être le point central de la prise en charge, le fonctionnement diurne chez les patients. Et c'est en lien avec ce que la psychiatrie connaît bien, c'est que pour porter le diagnostic d'une maladie, il faut qu'il y ait une perturbation induisant une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. On a vu que ça, c'est la logique du DSM. Ça ne se retrouve pas tant que ça dans l'ICSD, dans la tête des médecins du sommeil, pour l'insomnie en tout cas. Mais c'est ce qui se retrouve dans l'introduction du DSM, avec ce critère décrit de clinical significance, qui le met quasiment dans tous les troubles. Le trouble entraîne une détresse cliniquement significative. Et ce qu'on retrouve un peu dans l'introduction de l'ICSD, mais sans que ça soit très clairement systématisé. Ils nous disent, bon, globalement, il faut un critère de significativité clinique, mais ça a été là pioché dans la logique de la psychiatrie. Donc, on est allé voir ce critère de significativité clinique systématiquement dans les classifications du sommeil. Et on voit qu'en fait, si le DSM est très fortement tourné autour de ces préjudices sociaux de la maladie, c'est moins clair dans l'ICSD qui bricole des critères qu'on appelait clinical significant criteria like, un peu similaires, mais pas complètement établis. Et donc, on a pu visualiser comme ça l'évolution de ces critères au cours des différentes classifications depuis les années 90 dans le monde du sommeil et le monde de la psychiatrie qui intègre le sommeil dans ces classifications. C'est la seule classification internationale qui intègre le sommeil ainsi dans sa spécialité. Donc, l'insomnie, on voit l'évolution du critère, où le DSM a très tôt le critère de significativité clinique et l'ICSD a en fait un critère mélangé dans cette liste des symptômes diurnes. Un travail similaire avait été fait dans le numéro spécial du Journal of Sleep Research sur l'évolution des critères diagnostiques d'insomnie, avec une grosse erreur, puisque l'ICSD-1R et le DSM-4-TR, ils avaient mis qu'il n'y avait pas de critères. On l'a vu, en fait, il y a des critères. Donc, ce tableau, en fait, a oublié les critères du DSM-4, 4-TR, qui avaient des critères de significativité clinique et des critères sémiologiques. Donc, j'ai complété le tableau ici pour qu'il puisse être approprié, mais se pose la question du coup de tout cela, de comment faire des questionnaires du sommeil, une sémiologie hybride qui intègre à la fois l'indice biologique avec cette hyperarousal, cette pensée anxieuse avec le sommeil, ce conditionnement à l'hyperéveil, et à la fois clairement le préjudice. Et c'est ce qui commence à être vu, par exemple, dans cette publication de 2019, mais je pense que c'est des travaux à poursuivre, qui essayait, en construisant son propre questionnaire de l'insomnie, de faire des profils des troubles insomnie. Et dans ces profils, on voit que deux éléments sont importants. Le pré-sleep arousal, l'hyper-éveil avant l'endormissement. Et le deuxième élément, c'est le niveau de détresse. Et là, dans cette étude, le niveau de détresse est exploré en termes de détresse sur la sémiologie psychiatrique, la sémiologie thymique. C'est-à-dire que c'est la détresse en termes de répercussions affectives qui était l'élément qui permettait de classer le mieux les troubles insomnie. Donc, on voit que la logique entre indice biologique et préjudice est très importante à retrouver. On manque d'outils systématiques pour faire ces profils dans l'insomnie, et que la psychiatrie, du coup, pourrait vraiment nous aider pour aborder cette façon de pouvoir mieux identifier, mieux traiter les patients en fonction de l'histoire de la clinique et du futur des évolutions du connaissance autour de cette maladie.
Donc, je vais désormais laisser la parole à professeur Pierre-Alexis Geoffroy, qui a créé l'unité Chronos donc à Bichat pour pouvoir prendre en charge le sommeil des patients souffrant de troubles psychiatriques, pour donner accès à ces patients-là à des évaluations complètes, pas uniquement pour prendre en charge le sommeil, mais pour, à travers le sommeil, prendre en charge leurs maladies psychiatriques comorbides. Merci beaucoup, Jean-Arthur. Et vous avez vu, il y a vraiment ce lien tout à fait nécessaire et important qui est parfaitement illustré par Jean-Arthur entre de la physiologie, de la sémiologie et de la précision sémiologique sur la validité des symptômes indiqués par la physiologie, mais aussi par ce travail nécessaire à faire d'être et de rester de bons cliniciens, de bien connaître les différents tableaux cliniques et de les préciser parce que en pratique clinique, les patients nous disent juste je dors mal, j'ai mal dormi, et vous êtes appelé par l'infirmière pour aller prescrire une benzodiazépine ou un neuroleptique pour que le patient dorme. Mais vous voyez qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça si on veut personnaliser les traitements et puis être vraiment utile avec des leviers clairement identifiés sur les différentes pathologies et différentes plaintes que le patient présente. Et ce va-et-vient entre la médecine du sommeil, on va dire, traditionnelle, neurophysiologique, telle que Jean-Arthur la pratique au quotidien, puisque Jean-Arthur porte un service de sommeil à Bordeaux, multidisciplinaire, et ce qu'on peut essayer aussi de développer en psychiatrie, où là, on va avoir des patients qui souffrent de troubles psychiatriques, qui sont en psychiatrie pour un motif psychiatrique et qui présentent aussi des altérations du sommeil qui vont impacter l'ensemble de la pathologie. Donc, c'est, c'est, ce champ est en pleine explosion et comme Jean-Arthur vous l'a très bien démontré, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à travailler et c'est tant mieux. Et je vais passer par quelque chose d'assez concret qui est maintenant finalement comment faire, comment traiter, quoi, une fois que vous avez ces patients qui présentent cette plainte d'insomnie associée à des comorbidités psychiatriques. Alors, premièrement, dire en fait, il y a une vraie difficulté au traitement. On a donné la situation clinique où vous êtes appelé en pleine nuit pour une plainte insomnie et où finalement votre approche est très pauvre et très vétérinaire pour répondre plus à une demande finalement infirmière, mais sans exploration de la plainte vraiment. Mais même quand on a un trouble insomnie, comme dans cette étude américaine, finalement, on observe que moins de 10% des patients qui souffrent d'un trouble insomnie ont été référés pour la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie qui est traitement de première ligne, et on va le revoir, alors que 70 à 80% d'entre eux ont un bénéfice à cette TCCI. Et lorsque ces patients sont diagnostiqués avec un trouble insomnie, on pourrait se dire, bon, ils n'ont pas de TCCI, ils vont avoir des traitements. Et bien là encore, ce n'est pas le cas, puisque moins de la moitié bénéficient d'une prescription médicamenteuse contre l'insomnie. Donc, c'est sous-diagnostiqué, c'est sous-traité. Alors, c'est sous-traité et on pourrait se dire, bon, bah, c'est pas très grave, ils dorment mal, après tout, ils seront un peu fatigués dans la journée et on continue comme ça. Le problème, c'est une étude qui vient de sortir, on l'a fait justement chez des patients qui souffrent de troubles psychiatriques, sur les données de patients hospitalisés dans des secteurs de psychiatrie. C'est le GHU Paris Psychiatrie Neurosciences. On a étudié 14 000 patients hospitalisés sur notre GHU Paris Psychiatrie Neurosciences sur l'Île-de-France. La première observation, c'est que 81% des patients ont des troubles du sommeil chroniques chez ceux qui sont hospitalisés en psychiatrie. Et on a défini comment ces troubles du sommeil chroniques par soit des codes de maladie du sommeil, à proprement parler, soit de la prescription d'hypnotique sur plus de la moitié de l'hospitalisation, soit par la présence dans les observations de troubles du sommeil, là aussi, sur plus de la moitié de l'hospitalisation. Ce qu'on a observé, c'est que ceux qui ont des troubles du sommeil ont des hospitalisations qui sont plus nombreuses, restent plus longtemps hospitalisés, sont plus isolés, ont plus de contention physique que les autres, ont plus de résistance au traitement, et ça, on s'en doutait, hein, s'il y a une dimension syndromique aussi importante que le sommeil pour la santé qui n'est pas adressée, bah, évidemment, ils répondent mal aux autres traitements. C'est associé à plus de dépression, plus de troubles bipolaires, plus d'anxiété, plus d'addiction. Il y avait aussi plus de comorbidités chez ces patients-là, psychiatriques, mais aussi médicales générales.
ils faisaient plus d'automutilation, ils étaient plus sensibles au stress et ils consommaient plus de substances psychoactives. Donc, on a vraiment des tableaux plus sévères et qui vont aussi impacter l'hospitalisation et ces conditions. Et pour vous dire, parce qu'on avait beaucoup de sujets, mais cliniquement, c'est assez significatif parce que, par exemple, vous voyez, juste pour la durée de l'isolement, quand vous souffrez de troubles du sommeil, c'est 23 jours en moyenne d'isolement contre 13 jours chez ceux qui ne souffrent pas de troubles du sommeil. Vous voyez, cliniquement, c'est vraiment tout à fait significatif. On a regardé là, par exemple, avec d'autres collègues chez des patients déprimés sur des données issues de 5 pays européens. C'était la National Health and Wellness Survey. Et ce qu'on montrait, c'est que quand vous souffrez de dépression avec insomnie, qui est là le premier histogramme en noir, ici, c'est la dépression en gris sans insomnie, et là, c'est des gens qui ne souffrent pas de dépression, eh bien, les patients avec dépression et insomnie avaient le plus grand impact sur l'ensemble des symptômes de dépression, d'anxiété, de somnolence, d'adhésion à leur traitement. Ils avaient également plus de consultations de psychiatres, de psychothérapeutes, de visites aux urgences ou d'hospitalisation. Et là, en termes de qualité de vie et d'impact au travail, eh bien là aussi, c'était les plus sévères, plus d'absentéisme, plus de présentéisme, plus d'improductivité et de retentissement, avec une qualité de vie qui est évidemment diminuée. Et bon, là, c'est au niveau individuel pour nos patients, c'est moins intéressant, mais ça allait pour aller porter des messages publics, quoi, et faire réagir aussi nos tutelles institutionnelles. Là aussi, le coût porté est nettement important sur l'ensemble des indicateurs. Donc, c'est absolument indispensable. Ce n'est pas juste traiter l'insomnie parce que ça serait, entre guillemets, un raffinement phénotypique observé. C'est parce que cette insomnie est responsable à la fois d'une maladie plus importante, mais aussi d'un impact sur le fonctionnement, sur la qualité de vie et un impact médico-économique. Alors, ici, je vais vous présenter les recommandations européennes sur l'insomnie. Je vais vous les résumer en donnant vraiment les grands messages. Les grands messages, c'est d'abord, dès que le trouble d'insomnie est présent, on est face à une entité à part entière qui doit être traitée. Et c'est à vous de décider si vous le traitez en même temps ou de manière séquentielle avec le trouble psychiatrique. Globalement, dans les troubles psychiatriques, faites les deux en même temps. D'accord ? C'est comme ça que vous aurez les meilleurs résultats. La thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, c'est le traitement de première intention, on l'a dit, et sachez que c'est un niveau de preuve très élevé, rang A. Il y a plein de méta-analyses, il y a plein d'études. Que ce soit fait en personne ou numérique, hélas, en France, il n'y a pas encore de solution numérique. On espère qu'elles vont arriver, puisque l'insomnie, c'est 10 millions de personnes, et ces 10 millions de personnes n'iront pas tous voir le psychologue ou le psychiatre. Les deux ingrédients de cette TCCI qui fonctionnent le plus, avec un niveau de preuve élevé, c'est la restriction de sommeil. Donc, on réduit le temps passé au lit pour augmenter l'efficacité de sommeil, et le contrôle du stimulus, c'est-à-dire la réassociation du lit au sommeil. Là aussi, niveau de preuve élevé. Ce qui est nouveau, c'est que 2 chronothérapies ont intégré ces recommandations. La luminothérapie, je vais vous montrer vite fait une étude, et l'exercice physique aussi. Là, sont des thérapies avec un niveau de preuve élevé, complémentaires à cette TCCI. Là, pour vous dire, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails de cette étude, mais c'est une étude qu'on avait faite avec la docteure Julia Marwani, qui montre que cette TCCI, on peut la faire en phase aiguë dans la dépression. Elle marche. Elle permet d'ailleurs d'améliorer les symptômes d'insomnie. Plus de la moitié dans le groupe TCCI, eh bien, changer de catégorie. D'insomnie sévère, il passait à insomnie modérée, ou d'insomnie modérée, il passait à de l'insomnie légère. 30% allaient jusqu'à la réponse, et 21% étaient en rémission, étaient même considérés comme bons dormeurs. Ce qui était intéressant, c'est qu'en plus, traiter le sommeil permettait de faire consommer moins d'hypnotiques aux patients et améliorer les symptômes dépressifs. D'autres études ont été faites. Là, je vous ai mis en exemple l'étude de Irvine dans le JAMA Psychiatry qui montrait en fait que la TCCI versus éducation thérapeutique au sommeil permet une réduction de risque de rechute. Donc, ça prévient aussi les rechutes. Et là, on avait fait une méta-analyse avec Laura Palagini qui montrait aussi que en prévention, comme intervention précoce, cette TCC de l'insomnie est utile pour empêcher un épisode complet et ses récurrences. Alors, sur l'aspect médicamenteux, on a des traitements qui vont agir pour induire le sommeil, par exemple en ayant une action GABAergique et qui vont être promotrices du sommeil. Et donc, benzo et agonistes benzo que vous connaissez déjà bien.
Et puis, on a des hypnotiques qui vont inhiber les mécanismes d'éveil, les monoamines, qui permettent de rester éveillé. Les antidépresseurs qui vont jouer sur la voie sérotoninergique, les antipsychotiques sur la voie dopaminergique, les antihistaminiques qui vont bloquer la voie histaminergique, et les antagonistes orexine, qui est une nouvelle molécule qu'on a, telle que le daridorexant en France, et qui là aussi bloque du coup les voies de la vigilance. Alors, je vous le répète rapidement, mais c'est important. Les benzos et apparentés, c'est court, 4 semaines, plutôt en phase aiguë. On peut continuer dans certains cas, mais vous pouvez le prescrire de manière intermittente. Vous diminuez le risque de pharmacotolérance, c'est-à-dire d'habituation aux benzodiazépines. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas plus de 4 semaines, parce qu'à partir de 4 semaines, on observe chez un certain nombre de patients des phénomènes de pharmacotolérance avec la nécessité d'augmenter les doses. Les antidépresseurs, c'est hors AMM, mais là, il y a quand même un niveau de preuve élevé, à petite dose en général, pour permettre l'endormissement, et en particulier chez les patients déprimés, c'est intéressant. Les 2 molécules qui ont intégré les recours européennes, c'est les antagonistes des récepteurs à l'orexine, avec un niveau de preuve très élevé pour dire jusqu'à 3 mois et plus à long terme dans certains cas, puisqu'il y a une étude de prolongation que je vais vous montrer juste après. Et la mélatonine aussi, à libération prolongée, a intégré les recommandations, avec un niveau de preuve élevé chez les patients qui ont plus de 55 ans et qui peut être poursuivi sinon. Avec un niveau de preuve très élevé, n'est pas recommandé les antihistaminiques, les antipsychotiques, la mélatonine à libération immédiate et tout ce qui est plantes et phytothérapeutiques. Peut-être qu'un jour, ces molécules le seront, mais actuellement, il n'y a pas assez de preuves pour le recommander. Vous voyez qu'il y a déjà pas mal de stratégies possibles à utiliser avant d'aller sur les stratégies non recommandées. Donc ici, rapidement, les données vous montrent une dose effet. Plus le daridorexant est élevé, plus vous avez une action sur les éveils nocturnes ou sur la latence d'endormissement, qui est significative par rapport au placebo. Pareil sur le temps total de sommeil subjectif ou la somnolence diurne, ce qui invite à une prescription d'emblée à 50 mg, sauf si il y a des insuffisances hépatiques, par exemple, sévères, où là, la dose de 25 mg peut être proposée. L'étude dont je vous parlais, de prolongation à 1 an, vous voyez, à 3 mois, quand on arrête le daridorexant, pouf, les symptômes reviennent. Vous reprenez le daridorexant, hop, à nouveau, vous retrouvez l'efficacité qui se maintient dans le temps. En termes de tolérance, il y a eu des effets indésirables comparables au placebo. Le taux d'événement unique était assez faible aussi, comparable au placebo. L'inquiétude qu'on pouvait avoir, comme ça bloque l'orexine, et un blocage ou une absence d'orexine, vous savez, responsable d'une maladie qu'on appelle la narcolepsie, on s'attendait peut-être à voir ce qu'on appelle des symptômes narcolepsie-like, et ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de symptômes de narcolepsie ou de cataplexie observés dans ces études. Et ce qui également est observé, c'est pas de rebond. Rebond, c'est une augmentation des symptômes. Par exemple, vous arrêtez une benzodiazépine, vous avez plus de symptômes si vous l'arrêtez brutalement que ce que vous aviez au départ. Et il n'a pas également été observé de symptômes de sevrage à l'arrêt. Rapidement, avec Jean-Arthur Miculo et Francesco Salvo de la pharmacovigilance à Bordeaux, on a regardé, parce qu'il y avait eu des petites alertes de certains collègues qui s'inquiétaient du risque suicidaire. Nous n'avons pas retrouvé, sur les bases de pharmacovigilance, et ce médicament existe, et ses dérivés existent depuis longtemps aux États-Unis, de signal inquiétant qui montrerait un surrisque suicidaire avec le daridorexant. On a le même léger surrisque qu'avec les Z-drugs, donc zolpidem, zopiclone, chez les patients. Mais par contre, on avait comparé au paracétamol. Vous voyez que le paracétamol, lui, est très utilisé, malheureusement, comme moyen suicidaire. En vie réelle, chez nos patients psychiatriques, on a par exemple cette étude de Laura Palagini qui montre que, un peu comme la TCCI, effectivement, vous avez une amélioration des symptômes insomnie, mais aussi une amélioration des symptômes psychiatriques, anxieux et déprimés chez des patients qui souffrent de troubles psychiatriques et d'insomnie, essentiellement en fait des patients avec dépression ou troubles bipolaires. Ici, l'étude, la méta-analyse que nous avions fait avec la docteure Julia Marouani, en partenariat avec l'équipe de Strasbourg, où on observait dans cette méta-analyse que la mélatonine à libération prolongée avait une efficacité modérée sur l'efficacité de sommeil, la latence d'endormissement, que ce soit objectif ou subjectif. Et les effets devenaient élevés chez les sujets qui ont plus de 55 ans. Voilà. En résumé, ici, vous avez une belle méta-analyse qui a été faite par Yue et collaborateurs qui compare les différentes stratégies
Ici, par exemple, l'efficacité sur la latence d'endormissement, vous retrouvez les antagonistes de l'orexine ici, la mélatonine ici. Vous voyez que sur la latence d'endormissement, significativement, vous avez des effets des antagonistes de l'orexine et de la mélatonine. Les benzos, c'était non significatif et les Z-drugs, c'était à nouveau significatif. Et donc, vous avez ici le gradient, entre guillemets, de taille d'effet. Plus vous êtes à gauche, plus c'est efficace pour diminuer la latence d'endormissement. Et là, vous avez dans cette méta-analyse molécule par molécule. Sur le temps d'éveil nocturne, on retrouvait les antagonistes de l'orexine et les Z-drugs qui étaient cliniquement significatifs. Et là, sur les effets secondaires, globalement, tous étaient plutôt non significatifs. Les Z-drugs avaient été significativement avec un peu plus d'effets secondaires. Les autres, il y avait une tendance. Évidemment, ils sont là, mais probablement aussi un manque d'études. Voilà pour les médicaments. La luminothérapie, voici une méta-analyse qu'on avait faite avec Juliette Chambre et l'équipe de Strasbourg. Et globalement, ce que montre, c'est que la luminothérapie, alors c'est efficace pour traiter la dépression saisonnière, c'est le traitement de première ligne. La dépression non saisonnière également, ça permet de traiter le retard de phase en avançant l'horloge. Mais dans l'insomnie, et ben dans l'insomnie, il y a des études qui tendent à montrer que cette luminothérapie matinale va améliorer les réveils nocturnes, probablement en entraînant les rythmes et en donnant un signal d'éveil très fort, mais aussi en augmentant la pression de sommeil, qui permet d'avoir une pression de sommeil très lourde au moment du coucher. J'arrive à mes dernières slides. Alors, comment maintenant déprescrire, comment remplacer? On a effectué avec Laura Palagini et la société italienne des recommandations qui ont été en fait lancées par la société italienne. Globalement, ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'il faut le faire très progressivement. Quand vous arrêtez des benzos ou des Z-drugs, ça se fait très progressivement. Maximum 10 à 25% de réduction par semaine et soyez plutôt vers 10%. La TCCI, elle peut vous aider à réduire les doses d'hypnotiques. La mélatonine 2 mg aussi, et elle peut être introduite directement, elle, à pleine dose, et vous allez réduire par contre progressivement les benzodiazépines. Le daridorexant 150 mg, c'est pareil, vous pouvez l'introduire directement et diminuer progressivement les benzos, ou vous pouvez faire du cross-taper programme, c'est-à-dire faire daridorexant 25 mg, puis 50 mg, et diminuer après les benzos. En tout cas, les benzos, la diminution, elle sera toujours progressive. Okay. Le daridorexant, c'est selon votre choix, mais moi, je le mets directement à 50 mg. Et les opiclones qu'ils ont en Italie, c'est pour ça que c'est dans les recos, mais qu'on n'a pas en France, c'est du zopiclone, mais qui est un peu mieux toléré et qui a moins de phénomènes de pharmacotolérance a priori. Là aussi, peut être aidé avec du cross-tapper. Donc, on augmente progressivement l'un, on diminue progressivement l'autre, mais malheureusement, on ne l'a pas en France. On l'aura peut-être un jour. Alors maintenant, comment faire? Donc ça, c'était pour les benzos, hein, vous l'avez compris. Maintenant, pour le daridorexant, si vous voulez l'arrêter, bah, vous pouvez l'arrêter de manière abrupte. Il n'y a pas de, comme je vous le disais, de rebond. Les symptômes, comme vous l'avez vu, peuvent revenir. Il n'y aura pas de rebond. Et vous pouvez passer directement à d'autres composés, benzos, Z-drugs ou de la mélatonine. La mélatonine, c'est pareil. Vous pouvez là aussi l'arrêter brutalement et passer à d'autres molécules une fois que vous l'avez arrêté brutalement. Et puis les autres molécules, alors hors AMM, là, il faut aussi y aller très précisément. Les antidépresseurs, c'est pareil. Pendant très longtemps, on a dit qu'il n'y avait pas de symptômes de sevrage, etc. C'est faux. Donc là, diminuer très progressivement. Et la mélatonine ou la rido, là aussi, vous pouvez le réintroduire de manière rapide. Donc en conclusion, vous avez vu qu'il faut vraiment toujours rechercher l'insomnie, le traiter lorsque c'est présent. La TCCI, ça reste le traitement de première ligne face à face ou en numérique. Et il y a des solutions qui sont en train d'arriver en France en numérique et on espère qu'elles vont arriver rapidement et qu'elles seront remboursées. On espère qu'il y en aura plusieurs d'ailleurs. La place pour les traitements médicamenteux aigus ou s'il manque d'efficacité de la TCCI, donc je vous le rappelle, donc les benzos plutôt inférieurs à 4 semaines. Les antidépresseurs, c'est hors AMM, intéressant chez les déprimés évidemment. Les antagonistes de l'orexine, c'est jusqu'à 3 mois et ça peut être poursuivi en fonction des symptômes des patients. Mais prescrivez-le tous les jours. Hein, contrairement aux benzos qui sont de manière sporadique, l'orexine, il faut le prescrire tous les soirs pendant 3 mois et on attend de voir ce que ça donne. Et la mélatonine, là aussi, un entraînement des rythmes. Hein, c'est une prescription qui a lieu tous les soirs. Et c'est en particulier intéressant chez les gens qui ont plus de 55 ans ou chez les enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, mais là, je parlais de l'adulte. Les chronothérapies sont très intéressantes et peuvent être combinées, peuvent permettre de diminuer aussi un peu les posologies de traitement, la luminothérapie, la mélatonine, l'exercice physique. Daridorexant et mélatonine peuvent aussi aider au sevrage des benzos, vous l'avez vu, de même que la TCCI. Et ces arrêts de benzos doivent se faire très progressivement, maximum 10 à 25% par semaine. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous dire que est paru tout récemment notre livre Sommeil et santé mentale si vous voulez aller plus loin chez Elsevier et
en coordination avec les différentes tutelles. Il y a 58 auteurs dans ce livre, tous impliqués dans la psychiatrie du sommeil. Et voici aussi un DU santé mentale et sommeil, si vous voulez vous former et aller un petit peu plus loin. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Léa Boileau, qui a déjà été présentée par le professeur Mikulo Franchi et qui va nous parler de la prise en charge de l'insomnie chronique en groupe avec les TCC. Merci beaucoup, Léa. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler en effet de la prise en charge en groupe avec les thérapies cognitives et comportementales de l'insomnie. Donc, c'est un programme en groupe qu'on réalise sur Bordeaux. Donc, je ne reviens pas sur les critères de l'insomnie qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc, la thérapie cognitive et comportementale de l'insomnie, c'est quoi? Donc, on l'a vu, c'est la prise en charge qui est recommandée en première intention en cas d'insomnie chronique. Et donc, dans cette prise en charge, on va jouer sur deux éléments clés qui vont être les comportements de sommeil et les pensées, du coup, les croyances en lien avec le sommeil. On l'a vu, c'est une technique qui est efficace. Dans 70 à 80% des cas, on va avoir des effets bénéfiques. Et ce qui est intéressant, c'est que les progrès se maintiennent dans le temps. Il peut y avoir aussi donc, différentes formes d'administration de cette thérapie, donc soit en individuel, soit en groupe. Donc ça existe sous différents formats, de 3 à 12 séances, ou du coup avec les solutions numériques qui sont en train de se développer. Donc, comment on a mis en place ces groupes? Donc, c'est 4 séances qui sont espacées de 15 jours, ce qui permet aux patients entre chaque séance donc, de mettre en place les consignes demandées. C'est des séances de 2 heures qui réunissent en moyenne 6 patients donc, atteints d'insomnie chronique qui ont parfois également d'autres comorbidités du sommeil ou psychiatriques. Et donc, je co-anime ces séances avec un des médecins du sommeil. Avant chacune des séances, les patients remplissent donc toute une batterie de questionnaires pour pouvoir voir du coup, l'évolution des différents scores, au fur et à mesure de la prise en charge. Donc sur Bordeaux, on a décidé de faire ces groupes en 4 séances, donc ces fameuses 4 séances espacées de 15 jours. Donc la première séance, c'est vraiment une séance de psychoéducation sur le sommeil. La séance 2, c'est une séance où on met en place les mesures comportementales des TCCI. La troisième séance, on travaille donc sur les pensées en faisant de la restructuration cognitive. Et la dernière séance, donc c'est une séance un peu plus bilan où on travaille aussi sur la question des pensées répétitives, des ruminations que peuvent avoir les patients. Donc, on va un peu détailler chacune de ces séances. Donc, la première séance, c'est vraiment la rencontre aussi de tous les patients. Donc, c'est un temps de présentation, ça permet de poser le cadre. Et on va voir avec eux, du coup, toute la psychoéducation du sommeil, la somnoéducation. Donc, tout d'abord, on revoit ces fameux critères de l'insomnie chronique. Qu'est-ce que concrètement l'insomnie chronique? Puis, on va voir avec eux, du coup, donc là, je passe rapidement, quels vont être, qu'est-ce qui fait qu'on est insomniaque, que l'insomnie s'installe et surtout perdure dans le temps. Donc nous, dans la prise en charge, on leur explique qu'on va surtout jouer donc sur toute la partie rouge, donc les facteurs qui vont, pérenniser, le problème de sommeil. Ensuite, donc on évoque, toute la dimension de stade de sommeil, cycle du sommeil. Ça permet notamment de normaliser le fait qu'on peut se réveiller la nuit, que c'est quelque chose de totalement physiologique. On utilise notamment, la métaphore du plongeur pour, leur parler de la profondeur des stades de sommeil. Souvent, c'est quelque chose qui leur parle beaucoup. On va donc expliquer les 2 mécanismes de régulation du sommeil, donc la régulation homéostatique, donc la pression de sommeil, donc d'expliquer que ça va être important aux patients d'être actifs en journée et également d'avoir des journées assez longues pour avoir une pression de sommeil au coucher qui soit importante. Et ça permet aussi d'introduire la question de la sieste longue qui est un piège au niveau du sommeil. On va parler du mécanisme de régulation donc circadienne qui va permettre, donc d'introduire la question, de la mélatonine, des rythmes de sommeil avec une importance de la régularité de l'heure de lever, de l'exposition à la lumière en journée et au contraire de faire attention à l'exposition artificielle à lumière bleue le soir. Donc à ce moment-là, on va aussi, expliquer la question de curseur du sommeil aux patients. Donc ça leur parle beaucoup comme métaphore. Donc avec l'objectif, vous voyez le curseur à droite, d'avoir au moment du coucher une pression de sommeil la plus forte possible. Et au contraire, un mécanisme en parallèle, c'est d'avoir une pression d'éveil la plus basse possible. Donc d'aller favoriser tout ce qui va être activité calme, de détente le soir avant le coucher. Ça permet de reprendre du coup en lien avec tous les, la somnoéducation qu'on a vue, tous les éléments de régulation du sommeil qu'on a expliqués, les fameuses règles d'hygiène du sommeil, dont ils ont déjà entendu parler. Donc on l'a vu, régularité, des heures de sommeil, donc surtout l'heure de lever,
éviter les dîners trop tardifs, favoriser l'exposition à la lumière en journée, éviter la lumière artificielle trop proche du coucher, favoriser les activités calmes, relaxantes le soir, favoriser l'activité physique plutôt en journée, éviter les excitants après 15 heures, éviter la consommation de tabac trop proche du coucher et surtout lors des réveils nocturnes, faire attention du coup à la consommation également d'alcool qui peut être un faux ami, et tout l'environnement de la chambre, donc d'avoir une chambre calme, silencieuse, obscure, fraîche, une literie confortable. Donc ça permet aussi de remettre en perspective déjà tous ces bons comportements de sommeil qui parfois ne sont plus du tout respectés. À la fin de cette première séance, on va demander aux patients du coup de remplir un agenda du sommeil. Donc ils vont remplir cet agenda du sommeil pendant 2 semaines, ce qui va nous permettre à la deuxième séance d'avoir un profil des nuits du patient. Donc là, en fait, moi, je colorie un petit peu les agendas du sommeil, et tout ce qui est en violet, c'est les moments où le patient est dans le lit et où il ne dort pas. Donc là, c'est un patient qui avait donc des problématiques au niveau de l'endormissement et de maintien du sommeil avec des longs réveils nocturnes. Là, quand on réceptionne l'agenda, donc il avait déjà eu les règles d'hygiène du sommeil, donc il avait déjà, diminué sa consommation de caféine qui était très importante, et arrêté également, d'utiliser, les écrans dans le lit parce qu'avant il s'endormait du coup, avec la télé dans la chambre. Lors de la séance 2, donc à partir de l'agenda du sommeil, on va mettre en place des mesures comportementales. Donc les mesures vont être propres à chaque patient en fonction de leurs habitudes et notamment, leur temps de sommeil. Donc la première outil, c'est le contrôle du stimulus qui part en fait, du principe que les patients, à force, du coup de vivre leur insomnie, donc d'avoir du mal à s'endormir, d'avoir des réveils nocturnes prolongés ou de se réveiller très tôt le matin, il va y avoir un conditionnement, une association entre le lit et l'éveil, le lit et l'insomnie. Ça, on le voit notamment chez les patients qui, par exemple, vont commencer à s'endormir, sur le canapé, et rien que le fait de monter dans la chambre, d'arriver dans la chambre, ils se sentent totalement éveillés. Donc nous, vous imaginez bien qu'on ne veut pas de ce conditionnement lit-éveil, et au contraire, on va essayer de favoriser un conditionnement entre le lit et le sommeil. Et rien que le fait, au contraire, de rentrer dans la chambre, que ça vienne favoriser le sommeil. Donc pour ça, il y a différentes règles. Donc la première, c'est d'aller au lit uniquement lorsqu'on se sent somnolent, donc d'attendre d'avoir les signaux de somnolence pour aller se coucher, d'utiliser le lit et la chambre exclusivement pour le sommeil, donc éviter toute autre activité parasite dans le lit. Lorsque, les patients vont rencontrer du coup des latences d'endormissement prolongées ou des longs réveils nocturnes, on va leur demander de sortir du lit pour que le lit soit réservé donc que pour le sommeil. Donc on va leur demander de sortir du lit, lorsqu'il y a des ruminations qui arrivent ou qu'ils ont l'impression que ça commence à être long, et à ce moment-là, d'aller faire des activités calmes, peu stimulantes. Donc tout en restant dans une atmosphère nuit avec, la lumière toujours tamisée, le plaid autour de soi, et donc des activités qui vont permettre de faire redescendre le curseur de l'éveil pour pouvoir ressentir une nouvelle fois ces signaux de somnolence et repartir se coucher. Également, donc la consigne, se lever à la même heure tous les matins, sans égard du coup à la quantité de sommeil, de la nuit obtenue juste avant, et d'éviter les siestes. La seconde technique, c'est la technique, la plus, importante, je trouve, la plus utile. Donc c'est là où il va falloir, essayer d'avoir aussi toute la motivation des patients et leur engagement. Donc c'est la restriction du temps passé au lit. Donc là, l'objectif, c'est qu'on observe souvent dans l'insomnie que, les patients, on l'a vu en journée, ils ressentent, de la fatigue, de la somnolence, un impact, cognitif, sur leur humeur, et ils ont tendance du coup à allonger leur temps passé au lit. Ils vont allonger leur temps passé au lit, souvent en allant au lit un peu plus tôt pour essayer de gagner un peu de temps de sommeil, ou en essayant les jours de repos de rester un peu plus au lit le matin pour, se reposer, ou en mettant en place des siestes longues. Donc en fait, on observe que les personnes insomniaques, elles ont tendance à allonger leur temps passé au lit, et nous, au contraire, ce qu'on veut, c'est venir recondenser le sommeil un peu plus en un bloc. Donc on va aller réduire ce temps passé là au lit avec, des consignes clés au niveau des horaires de sommeil. C'est une technique qui est transitoire, qui, de manière aussi transitoire, va souvent entraîner plus de fatigue, chez les patients. Donc c'est souvent bien de les prévenir à l'avance pour pas qu'ils s'inquiètent, s'ils se sentent plus fatigués. Donc comment on va choisir, cette restriction du temps passé au lit? À partir de l'agenda du sommeil rempli, par le patient pendant 2 semaines, on va faire différents calculs. Donc on va leur demander d'évaluer leur temps total de sommeil, donc moyen par nuit sur l'agenda du sommeil. On va évaluer leur temps total passé au lit, et ça va nous permettre de calculer ce qu'on appelle l'efficacité du sommeil. Donc en prenant le temps total de sommeil divisé par le temps total passé au lit fois 100,
Donc, on va avoir un pourcentage, donc par exemple 60%, ça veut dire que 60% du temps où le patient est au lit, il dort et 40% du temps où il est au lit, il ne dort pas. L'objectif qu'on va chercher à atteindre, ça va être 85%. Et ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va aller réduire le temps passé au lit au temps subjectif de sommeil. Donc, si un patient, sur son agenda du sommeil, on observe qu'il dort 6h30, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute une demi-heure pour le temps d'endormissement, des réveils nocturnes physiologiques. Donc, s'il dormait 6h30, on rajoute la demi-heure. Donc, il a le droit à un créneau de 7 heures passées au lit. Donc, un créneau fixe qui va permettre d'avoir une heure de lever régulière. Et ça, c'est un créneau qu'on va lui laisser le soin de choisir, qu'on aiguillera tout à fait. Il faudra par contre faire attention pour les courts dormeurs de ne pas passer sous un temps passé au lit de 5h30. Même moi, je préfère mettre 5 heures au minimum. Alors, donc si on reprend l'agenda de notre patiente tout à l'heure, donc avec les calculs, son temps total de sommeil était de 5h30 pour un temps total passé au lit de 7h45. Donc son efficacité du sommeil était de 71%. Donc on voit que 29% du temps où il est au lit, il ne dort pas. Donc, on a pris donc, son temps total de sommeil de 5h30, on a rajouté notre petite demi-heure, donc ce qui fait une restriction à 6 heures. Donc là, on a laissé le soin au patient de choisir et il a décidé de faire du coup une restriction en retardant son coucher à minuit et demi et en avançant son heure de lever à 6h30. Donc l'heure de lever à 6h30, ça permet aussi de régulariser l'heure de lever. Et le fait de décaler l'heure de coucher, ça fait que la journée est plus longue, donc la pression de sommeil est plus importante. Et donc ça va permettre de diminuer la latence d'endormissement et de diminuer le nombre de réveils nocturnes et de leur durée en améliorant la continuité du sommeil. Donc en fait, dans cet outil, on va créer une légère dette de sommeil qui va permettre l'endormissement plus rapide, un sommeil plus continu et donc d'aider sur les plaintes nocturnes, en tout cas là, de l'insomnie. Donc, je vous ai mis l'agenda post-prise en charge de ce patient. Donc là, ce n'est pas pile 2 semaines après, c'est 1 mois après, à la fin de la prise en charge. Donc, on voit que la restriction, elle a permis de diminuer la latence d'endormissement, que le patient a moins de réveils nocturnes, qu'il a moins de difficulté à se rendormir à ces moments-là. On peut aussi voir les scores de qualité de sommeil, forme de la journée. Enfin, l'agenda, c'est un outil très riche pour avoir tous ces paramètres-là. Et on peut voir aussi que le patient, il est plus sur cette fameuse restriction de 6 heures parce qu'en fait, une fois que son efficacité du sommeil, après 1 semaine, 2 semaines, si elle est au-dessus de 85%, petit à petit, on va réallonger cette plage de temps passé au lit jusqu'à arriver à un stade où on couvre les besoins de sommeil et qu'on soit satisfait du sommeil. Donc là, je vous ai mis rapidement ces scores, donc des fameuses échelles qui remplissent à chaque séance. Et donc le score qui nous intéresse le plus, donc c'est l'EASY, où on voit que son insomnie donc, était sévère et les scores entre la séance 2, la séance 3 et la mise en place du coup des règles comportementales, il y a eu très rapidement un décrochage de son insomnie, un des scores de l'EASY qui s'est maintenu également dans le temps. La 3e séance, c'est une prise en charge où on va travailler donc sur la partie cognitive, les croyances en lien avec le sommeil. Donc, ce qu'on observe aussi, c'est qu'à force de vivre des nuits d'insomnie, des difficultés de sommeil, les patients, ils vont avoir en fait des pensées dysfonctionnelles ou des croyances en lien avec leur sommeil qui vont en fait venir maintenir une anxiété et une inquiétude concernant le sommeil. Donc nous, ce qu'on va faire avec la restructuration cognitive, c'est déjà identifier ces pensées et ces fausses croyances qu'ils ont et passer donc de pensées qui sont automatiques, qui s'imposent à eux, à des pensées alternatives, donc venir mettre de la flexibilité dans leur manière de penser et donc d'aller réduire l'anxiété concernant leur sommeil et prendre du recul. Donc pour ça, on utilise notamment un questionnaire de croyances. Donc là, il n'y a pas tous les items qui sont affichés, mais qui permet du coup d'évaluer quelles sont leurs croyances en lien avec le sommeil et de venir les retravailler par la suite. La dernière séance, donc toujours entre les séances, il se passe 2 semaines. Les patients continuent l'agenda du sommeil, continuent toutes les consignes qu'on a vues de restriction du temps passé au lit, de contrôle du stimulus et d'hygiène de sommeil. Et donc là, sur cette dernière séance, donc on fait un point sur les agendas comme en chaque début de séance. On réajuste les consignes aux besoins. Donc on l'a vu, si l'efficacité du sommeil est bonne, on continue à rallonger la plage de temps passé au lit. Et là, on travaille sur la question des ruminations, de la gestion de ces ruminations, et notamment en expérimentant des outils de cohérence cardiaque, pleine conscience. Vu que c'est la dernière séance, c'est aussi une séance qui permet de faire le point, de bien renforcer tous les outils qui sont efficaces pour chaque patient et faire du coup de la prévention de la rechute. C'est aussi l'occasion de faire des questionnaires de satisfaction, des bilans de prise en charge, pour aussi maintenir tous ces progrès.
On avait fait, un poster lors d'un congrès du sommeil pour reprendre un petit peu, nos données sur ces groupes. Donc on voit bien que les groupes sont efficaces donc sur l'insomnie avec une diminution du score de l'EASI. Ça augmente, c'est intéressant aussi, la santé du sommeil et donc on diminue aussi les croyances dysfonctionnelles, en lien avec le sommeil. Tac. Donc en conclusion, donc on l'a vu, la thérapie cognitive et comportementale, donc c'est le traitement de première intention et de référence pour l'insomnie chronique. Ce qui va être intéressant dans ces outils, c'est qu'en fait, les bénéfices vont se maintenir sur le long terme. On va jouer sur différents paramètres qui vont être les aspects comportementaux, donc avec la restriction du temps passé au lit, le contrôle du stimulus, les aspects cognitifs avec de la restructuration cognitive et du coup tous les aspects aussi éducatifs avec de la somnoéducation, toute l'hygiène du sommeil. Ce qui va être important aussi, c'est que dans cette prise en charge, le patient, il va acquérir des outils concrets, une meilleure compréhension de son trouble, ce qui va lui permettre aussi de reprendre confiance dans son sommeil et potentiellement, s'il y a des moments où son sommeil, se redétériore, de même, ils peuvent refaire un agenda du sommeil, remettre en place, les outils qu'ils ont appris et donc ils vont acquérir des outils d'auto-soin. Bon, la limite, donc qu'on pourra évoquer un petit peu après, c'est qu'en effet, il y a, peu de psychologues ou de médecins, formés au TCC de l'insomnie. Donc, l'accessibilité est pas facile, donc tout l'intérêt aussi du développement, d'outils numériques et ça peut également être, un certain coût, pour les patients. Voilà. Je vous laisse poser toutes vos questions. Merci Léa. Donc, après, ces 3 interventions, c'est le moment d'échange à travers, vos questions que je vais essayer peut-être de clusteriser en grands, groupes. Il y avait peut-être une première question qui est tournée autour de la luminothérapie, Pierre-Alexis. Alors, tu as édité également des recommandations sur la luminothérapie. Quel type de lampe? Quelle durée? Que dire aux patients? C'est pas remboursé? Alors, j'ai déjà un peu répondu en texte en parlant, il y avait des questions sur les luminettes en disant que c'était pas mal. Mais qu'est-ce que tu conseilles aux patients sur l'achat, la durée, l'usage, quoi? Alors, merci, c'est une très très bonne question. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, on en parlait ce matin en bibliographie dans le service en disant qu'il faut qu'on guide un peu plus. Globalement, d'abord, le premier message, c'est le plus important, c'est la régularité de l'exposition. Tous les jours, tous les matins. On dit 30 minutes dans l'insomnie, dans la dépression classique, dans le trouble bipolaire, il faut peut-être y aller plus progressivement. Mais c'est en tout cas 30 minutes tous les jours. Mais encore plus important que la durée, c'est vraiment la régularité et l'exposition quotidienne matinale. Et parfois, 10 minutes suffisent en fait à inhiber la sécrétion de mélatonine et à donner un signal d'éveil très fort. Ça, c'est vraiment le premier message. Deuxième message, il faut le prescrire, comme vous prescrivez un médicament, en indiquant la lumière. Il faut aussi se protéger de la lumière, par contre, le soir, pour ne pas retarder l'endormissement. Il faut que ça soit suivi aussi un peu d'un éveil d'activité physique. Ça ne sert à rien si le patient va se recoucher tout de suite après, etc. etc. Donc, ça s'accompagne. Et en termes de dispositif, là aussi, vous pouvez conseiller votre patient. Et ce qu'il faut globalement, c'est d'abord un dispositif avec un marquage CE, puisque là, du coup, il y a la qualité du dispositif qui est vérifiée. Et notamment, il faut vérifier que les dispositifs de lampe n'envoient pas des ultraviolets qui pourraient abîmer la rétine. Donc ça, c'est très important d'avoir un marquage CE. Et il faut des dispositifs qui soient suffisamment grands. Il en existe un certain nombre, mais ceux disponibles en grand public, Devia, Lumi, Lucimed, tout ça, ce sont des marques qui font des dispositifs qui sont tout à fait sérieux. Voilà. Voilà, je pense avoir répondu globalement. Merci beaucoup. Un autre champ de questions, Léa, est autour, de la durée des séances. Combien de temps il faut, appliquer les mesures de restriction de temps passé au lit? Voilà, quel est l'engagement temporel à la fois du thérapeute et du patient, là-dedans, je pense? Alors, donc pour la durée des séances, en groupe, on est sur un format de 2 heures. Donc c'est vrai que c'est des séances plutôt longues, mais du coup, on est sur 4 séances, donc c'est réduit dans le temps. En individuel, on va dire que les 2 premières séances, peuvent être plutôt des séances de 45 minutes, 1 heure, là où les séances d'après, on va plutôt faire le point sur les consignes, peuvent être plus rapides et on va dire durer, une demi-heure. Après sur, l'engagement des patients sur la durée, là, en 4 séances, en fait,
Après, la mise en place des consignes, il se passe 6 semaines et la plupart du temps, c'est suffisant honnêtement pour avoir des très bons résultats en 6 semaines et je trouve que le format aussi condensé permet de garder la motivation sur un temps qui va être limité parce que, remplir l'agenda du sommeil, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle et donc le faire que sur, on va dire, 1 mois et demi, 2 mois, ça va être plus intéressant que de diluer la prise en charge sur le long terme. Merci, beaucoup. Ensuite, il y a un paquet de questions sur les thérapeutiques, alors que je vais regrouper. Il y a une question sur la mélatonine et est-ce que la mélatonine inhibe la sécrétion de mélatonine et comme les hormones pourraient créer un effet, de contrôle négatif, de rétrocontrôle négatif et donc ça, c'est l'aspect chronobiologique de la mélatonine. Il y a aussi des questions sur les autres médicaments qui peuvent être utilisés pour le sevrage des benzos comme la buspirone, et donc quelle est, ta position Alors, sur celle-ci? merci pour ces questions. Alors, tout d'abord, sur la mélatonine, le rétrocontrôle, le freinage de la sécrétion naturelle de mélatonine par la glande pinéale, ça, il n'y a pas trop de données qui tendraient effectivement à montrer ça. Il y a peut-être là une étude qui nous a été présentée au Congrès français de sommeil où on a un peu tiqué et en reparlant un peu avec les co-auteurs, finalement, c'est peut-être une mauvaise interprétation des données sur une seule posologie. En plus, il n'y avait pas d'effet de dose, etc. Donc, après, comme toujours en médecine, voilà, attendons de voir. Peut-être qu'il y a des données qui apparaîtront un jour. Mais actuellement, les données scientifiques dont nous disposons ne montrent pas de rétrocontrôle et de freinage de la sécrétion naturelle de mélatonine. C'est quand même très prescrit. En tout cas, moi, sur mes patients, j'ai vraiment jamais eu ça. Après, sur l'autre question sur la buspirone, effectivement, la buspirone, en plus, c'est un traitement qui est très anxiolytique. Donc, quand il y a un terrain qui est très anxieux chez les patients, qu'on sent qu'il peut y avoir un intérêt aussi sur les dimensions de troubles psychiatriques, ça peut être intéressant. Si c'est pour sevrer des benzos, non. Si c'est pour sevrer des benzos, c'est quand même plus simple de faire de la TCC de l'insomnie, qui devra toujours être faite. Ça, c'est vraiment, il faut le dire. Qui clairement, hein, pour tout vous dire, et Léa, Jean-Arthur, je pense ont les mêmes expériences que moi, mais même quand on fait des essais sur la TCCI, on leur dit, pour être sûr de mesurer quelque chose de correct, surtout de ne pas toucher à leurs hypnotiques s'ils en ont. Et en fait, spontanément d'eux-mêmes, ils arrêtent, ils diminuent leurs hypnotiques parce que la TCCI les a aidés. Ce qui nous embête un peu parce qu'on aurait aimé qu'ils gardent le traitement à dose équivalente pour voilà, pas avoir de rebond de symptômes ou ce genre de choses. Mais donc globalement, ça marche. Et mélatonine, daridorexant, c'est quand même mieux toléré. Il y a moins d'effets secondaires que la buspirone pour aider au sevrage. Alors, dernière question, mais importante, c'est l'impact du daridorexant versus le placebo sur les symptômes d'insomnie, peut-être en parlant aussi de l'impact de la mélatonine ou des hypnotiques et qu'est-ce qu'il en est versus placebo sur l'insomnie? Parce que c'est des mesures objectives, ça a montré l'amélioration de la continuité du sommeil pour le daridorexant. Donc, quel est ton point de vue sur l'impact sur les symptômes à l'EASI, au questionnaire de l'EASI, je pense? Alors, globalement, je crois que ça avait été démontré dans des annexes, dans du matériel supplémentaire, que ça améliorait aussi, ça permettait de changer de catégorie. Là où on peut s'interroger, c'est un peu votre question, c'est la question aussi que d'autres ont posée, c'est pourquoi est-ce que ça n'a pas été le critère principal dans la mesure où on traite une plainte, en fait. On traite une plainte clinique d'un patient, et voilà. Et je dois dire qu'en fait, presque les seuls, finalement, à jouer vraiment le jeu, c'est les psychothérapies. Les psychothérapies, que ce soit de la TCCI en vie réelle ou de la TCCI numérique, prennent comme objectif principal la plainte du patient et son évolution et vont regarder par la suite après d'autres paramètres objectifs d'architecture du sommeil, de temps total, etc. etc. Donc je pense que c'est vrai que c'est important. Dire que quand même sur ces études-là qui ont permis d'être recommandées, il y avait une échelle, il y avait un PROMS. Donc vous savez, les PROMS, c'est les Patient Reported Outcome Measures. Ça permet de demander aux patients ce qu'eux souhaiteraient voir évoluer de leur plainte. Et donc il y a une échelle qui avait été développée pour cette étude-là, l'ITSIC, qui montrait sur l'ensemble des paramètres de cette échelle Patient Reported Outcome Measures, subjectivement, du coup, une évolution de la plainte. Voilà. Ok. Bon, on arrive sur la fin de ce webinaire. Alors, on peut annoncer la 6e journée SOPSI, Pierre-Alexis? Peut-être je te laisse en parler. Ouais, alors avec Jean-Arthur et la professeure Carmen Schroeder de Strasbourg, on a essayé de composer un programme qui, on l'espère,
vous plaira, parce que jusque-là, ces journées ont toutes rencontré un succès. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire rapidement, parce que les 2 dernières journées étaient pleines. On ne pouvait plus prendre de nouveaux inscrits. Donc, faites-le rapidement. C'est une journée qui est gratuite. Elle l'est permise grâce à la faculté de médecine Paris-Cité et aux partenaires qui rendent possible l'acheminement et le remboursement des orateurs. Donc voilà, avec un titre. Je te laisse le titre, Jean-Arthur, parce qu'il est un peu grâce à toi. Le sommeil, le clair-obscur de la santé mentale. Alors, c'est pour insister, ce que tu as un peu évoqué sur la régularité, mais que le circadien devient un élément central de la santé du sommeil. Donc, la lumière et l'obscurité, c'est 2 éléments qui permettent d'être abordés à travers la médecine du sommeil et la chronobiologie. Voilà. Donc, on peut continuer les travaux avec la FPBN qui continue ses webinaires avec les différentes sections de cette association qui est très active et la section médecine psychosomatique demain. Et vous pouvez encore vous inscrire par le site de la FPBN pour les troubles des conduites alimentaires et vous pouvez être tenu au courant par le site internet des différentes activités webinaires de cette association ou sinon se retrouver au Congrès français de psychiatrie la semaine prochaine de mercredi à vendredi où le mercredi, nous aurons la section AFPBN pour parler des travaux des différentes sections et une session dédiée au corps et à la notion de cognition incarnée en psychiatrie au Congrès français de psychiatrie à Cannes. Merci Léa, merci Pierre-Alexis, et merci à toutes et tous pour vos questions. Merci. Et oui, on pourra revoir le webinaire. Tous Oui. les webinaires sont enregistrés, hein, ça c'est important. C'est la dernière question qui est tombée pile poil au moment où Jean-Arthur était en train de Ouais. conclure. Et donc, tous ces webinaires, hein, si vous les avez ratés, vous pouvez les revisionner en replay. Et donc, ça, c'est vraiment une chance. À bientôt. Au Merci. revoir. À bientôt. Au revoir. Merci.